Le président tchadien, plus que jamais déterminé à en découdre avec Boko Haram, Idriss Déby promet d'anéantir ce groupe islamiste et d'éliminer son chef. L'opposition congolaise opte pour un réaménagement du calendrier électoral élaboré par la CENI pour les prochaines élections. Elle a fait connaître ses propositions à la dite instance. Enfin, nous parlerons de la fessée. Cette méthode de correction a valu à la France d'être épinglée par le Conseil de l'Europe. Nous sommes jeudi 5 mars 2015. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette session de l'information. Le président tchadien promet d'anéantir le groupe islamiste Boko Haram et d'éliminer par la même occasion son chef s'il ne se rendait pas. Idriss Déby Itno, qui soutient savoir où se trouve Aboubakar Tchekao, dit qu'il a intérêt à se rendre au risque de subir le même sort que ses camarades. Ces déclarations ont été faites hier lors d'une conférence de presse conjointe tenue avec le président nigérien Mahamadou Issoufou à N'Djamena au Tchad. Une conférence dont on peut par ailleurs retenir que les forces tchadiennes et nigériennes vont continuer leur mission pour mettre fin définitivement à la nébuleuse Boko Haram. En République démocratique du Congo, les membres de l'opposition étaient mardi au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Objectif, remettre leurs propositions en vue du réaménagement du calendrier électoral proposé par cette instance dans le cadre de la réalisation des élections libres et transparentes de 2015-2016. Reportage. Après consultation et analyse du calendrier électoral publié il y a de cela quelques semaines par la Commission électorale nationale indépendante, les tenants de l'opposition congolaise étaient tous présents ce mardi 3 mars au siège de la CENI. Les représentants des partis politiques de l'opposition que sont les partis travaillistes, la RCD Camel, l'UNC, le FAC, le RADECO, le Front Populaire et d'autres mouvements ont souhaité apporter leur contribution au programme d'organisation des élections de 2015-2016 en République démocratique du Congo. Ils ont été reçus par le vice-président de la CENI, André Mpungwe, à qui ils ont remis en main propre le document de leur concertation. Pour le membre de l'opposition congolaise, il est d'abord question de corriger les calendriers proposés par la Commission électorale nationale indépendante, qu'il juge d'incohérents et de non consensuels. Vous savez, nous ne venons pas en genre d'ultimatum, ce n'est pas le dada de l'opposition. L'opposition, elle est constructive, elle est responsable. Nous sommes venus comme responsables et surtout comme citoyens de ces Congolais, citoyens congolais, participer à la transformation, à la mutation politique de notre pays et nous ne pensons pas venir en termes de menaces et d'ultimatum. Nous pensons réellement, et c'est ici, il faut le dire, que ce calendrier n'est pas cohérent. Nous pensons qu'il est anticonstitutionnel, nous pensons qu'il est irréaliste. Donc voilà, et il n'est pas consensuel, nous sommes revenus pour chercher le consensus, le situer quelque part avant que nous puissions démarrer le processus électoral. Donc il faut à tout prix qu'on écoute, il faut qu'il y ait l'écoute, il faut qu'il y ait les échanges d'opinions, il faudra jeter ces passerelles entre les acteurs sociaux et politiques. Pour l'instant, les membres de la CENI se sont abstenus de tout commentaire en attendant l'analyse de ce projet de calendrier élaboré et proposé par l'opposition. Au Lesotho, le Premier ministre Thomas Tabané n'a pas remporté une majorité suffisante lors de la dernière élection législative pour se maintenir à la tête du gouvernement. Selon les résultats des législatives anticipées annoncées mercredi, il devrait céder sa place à son prédécesseur Pakalita Mosisili, qui a déjà été au pouvoir durant 14 ans. Un décompte partiel dimanche dernier avait pourtant semblé donner un avantage à Thomas Tabané, mais son parti du All Basotho Congress arrive derrière le Congrès démocratique de l'ancien homme fort du royaume, Pakalita Mosisili, qui a été au pouvoir entre 1998 et 2012. Selon la commission électorale indépendante, le parti de Mosisili a pu obtenir 47 sièges, alors que celui de Tabané n'a finalement remporté que 46 sièges sur les 120 que compte le Parlement.
Aucun parti n'ayant obtenu les 61 sièges requis pour la majorité absolue, les deux formations politiques vont devoir négocier pour savoir quel parti formera le gouvernement. Mais déjà, Mosisili pourrait bénéficier du soutien d'environ 16 élus affiliés à d'autres petits partis dont les responsables ont déjà affiché leur position sur Twitter. Le Lesotho est en crise depuis que Thomas Tabane a suspendu le Parlement en juin 2014 pour éviter une motion de censure. Il était arrivé au pouvoir en prenant en 2012 la tête d'une coalition d'opposants à Mosisili. Mais depuis, l'homme a été fragilisé par la position de ses alliés qui semblent lui avoir tourné le dos. Rappelons que ce scrutin anticipé a été organisé pour tourner la page du coup d'État manqué auquel Thomas Tabane a échappé le 30 août dernier. Aux dernières nouvelles, les partis de l'opposition ont décidé de former un gouvernement de coalition au Lesotho. Nous passons maintenant au Mozambique. L'avocat universitaire franco-mozambicain Gilles Sistak a été abattu par balle mardi dernier en plein centre de Maputo, la capitale. Un crime condamné par le gouvernement mais dénoncé comme un assassinat politique par l'opposition dont il était proche. Gilles Sistak enseignait à l'université Eduardo Mondlane. Installé au Mozambique depuis 1993, juste après la fin de la guerre civile, il collaborait régulièrement au journal Canal de Mozambique et était considéré comme l'une des principales voix critiques du pouvoir sans être affilié à aucun parti. C'est difficile de dissocier cette tragédie des récentes déclarations de Gilles Sistak, surtout quand il a défendu l'idée de notre constitution dans sa forme actuelle prévoit une décentralisation administrative. C'était à l'heure où il avait l'habitude de prendre sa collation du matin sur une grande avenue de Maputo que ce professeur du droit constitutionnel toulousain d'origine a été pris pour cible. Il sortait à pied de la grande brasserie portugaise ABFC quand 4 hommes armés en voiture lui ont tiré dans la poitrine et dans l'abdomen. Ces dernières semaines, Gilles Sistak, 54 ans, avait publiquement défendu le projet de décentralisation que le principal parti d'opposition, la Renamo, entend défendre à l'Assemblée ce mois-ci, démontrant son caractère parfaitement constitutionnel. Après ces déclarations, on a assisté à la mise en place d'une campagne par ceux fidèles au pouvoir en place qui ont insulté le professeur Sistak pour ses origines, sa nationalité et qui ont utilisé des termes péjoratifs qui sont inacceptables dans toute société civilisée. Notons que le gouvernement a dénoncé cet assassinat et qualifié le meurtre de macabre. Le ministère de l'Intérieur a reçu des instructions pour que les recherches continuent et que les auteurs de cet acte soient neutralisés. L'enquête criminelle pour homicide a été confiée à la police de Maputo, qui dans l'immédiat ne pouvait donner aucune précision sur d'éventuels suspects ou mobiles. De nombreuses personnes se sont déplacées sur le lieu de crime pour rendre hommage à la victime. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a procédé mardi dernier à l'incinération de 15 tonnes d'ivoire. Il s'agit du plus important volume jamais incinéré sur le continent africain. L'autorité a par la même occasion promis de détruire d'ici fin 2015 l'ensemble du stock du pays estimé à 100 tonnes. Au lieu du braconnage de l'éléphant d'Afrique, le Kenya est aussi un important point de passage du trafic de l'ivoire prélevé sur les pachydermes abattus dans la région. Mais cette pratique met en danger ces espèces fauniques menacées de disparition. Les éléphants constituent un atout important pour attirer les touristes. Malheureusement, entre 20 000 et 30 000 éléphants sont tués chaque année en Afrique sur une population totale d'entre 400 000 et 500 000. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour détruire 15 tonnes d'ivoire de contrebande. Ceci est la 3e fois que cette pratique se déroule au Kenya. D'autres pays ont suivi son exemple. En début d'année dernière, par exemple, la Chine a détruit plus de 6 tonnes d'ivoire illégales, une première pour cette destination touristique clé. Pour le président kényan, ce qui est fait pour protéger la biodiversité est faible au regard des menaces sur l'environnement. Le besoin se fait donc urgent d'intensifier le combat contre les crimes envers la nature. Pour y parvenir,
Uhuru Kenyatta préconise que l'ivoire et les trophées prélevés sur les animaux sauvages soient rendus inutilisables partout dans le monde. Aujourd'hui, je rassure la communauté internationale encore une fois de la détermination du Kenya à préserver le patrimoine commun de l'humanité, de la vie sauvage et notre engagement à sauver nos grandes espèces, en particulier l'éléphant et le rhinocéros, reste plus fort que jamais. L'ivoire devrait brûler durant 5 jours sous haute surveillance dans le parc avant d'être réduit à l'état de cendre. Le kilo d'ivoire se négocie environ 2100 $ en Chine et la quantité incinérée mardi représente une valeur marchande d'environ 30 millions de dollars. Le président kényan estime que les générations futures de Kenyans, d'Africains et du monde entier puissent jouir de la majesté et de la beauté de ces animaux magnifiques. Contrairement à la majorité de ses voisins, la France n'a pas encore clairement interdit toutes les formes de châtiment corporel sur les enfants, notamment la fessée. Paris a à juste titre été épinglé mercredi par le Conseil de l'Europe. Le Comité européen des droits sociaux, CEDS, de l'organisation pan-européenne a tranché. Le droit français ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise. L'annonce a été faite dans une décision publiée ce mercredi et rendue à la demande d'une ONG britannique. Si les violences graves sont interdites, une ambiguïté subsiste par rapport à l'existence d'un droit de correction reconnu par la justice française. Ce flou dans le droit français constitue, aux yeux des experts du CEDS, une violation de la Charte sociale européenne. C'est une grande victoire et je salue le courage du Conseil de l'Europe. Il faut que ce soit inscrit dans le Code civil. Ça veut dire les châtiments corporels, ce n'est pas un geste éducatif. Il n'existe pas pour l'éducation des enfants. Et ça, il faut que les parents en soient conscients. Tous les travaux, les IRM, les études de sociologie, les études de psychologie montrent que la main levée, ça a des effets dévastateurs sur l'estime de soi, sur les capacités cognitives, et cela rend les enfants beaucoup plus durs en fait. Cette interpellation n'est pas une première. Le même comité avait déjà, par 3 fois, constaté que le droit français violait la charte depuis 2003. Cependant, la décision de ce mercredi est la première découlant de la réclamation d'une ONG. En Suède, cela fait 30 ans que l'on a aboli dans la loi le droit de frapper son enfant, les châtiments corporels, tous les châtiments, la fessée, le tirage d'oreilles, tous les châtiments sont abolis. Eh bien, en Suède, les résultats scolaires sont parmi les meilleurs des pays européens et la délinquance s'est effondrée au point que les prisons sont vides aujourd'hui, parce que quand vous ne tapez pas les enfants, vous enlevez les racines de la violence dans une société. Actuellement, 27 des 47 pays membres du Conseil de l'Europe ont adopté une législation interdisant, quelles que soient les circonstances, d'infliger des châtiments corporels aux enfants, mais certains pays, comme la France, tiennent à leur droit de correction dans le cadre familial. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Passez une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.